abruptement de certains ateliers. Mais c'est vrai qu'on a un petit timing à avoir avec les intervenants. Donc on a le plaisir d'accueillir Monsieur Albin Pups, Nicolas Gibon, Madame Ousmar Troel et Monsieur Ousdin Oudi. On va démarrer tout de suite avec donc l'intervention du docteur Bernard Pachou. Que j'attrape le TGV tout à l'heure. Voilà, je vais intervenir en tant que chercheur universitaire parce que voilà, les pratiques d'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap psychique ne sont pas nouvelles. Je pense qu'une chose qui est relativement nouvelle dans ce domaine, c'est le fait que cette question de l'accompagnement social, et en particulier dans l'emploi, les pratiques visant l'inclusion, sont devenues une thématique importante et en tout cas dans les pays anglo-saxons, qui a fait l'objet d'un assez grand nombre de recherches, devenu une thématique importante, sinon prioritaire de recherche pour optimiser ces pratiques et donc en tant que moi-même appartenant au champ académique, je me suis intéressé à ces travaux, vraiment très nombreux, et ce que je vais vous présenter, c'est un peu ce qui se dégage de ces travaux. Certains résultats, par exemple, aujourd'hui on parle beaucoup de l'emploi accompagné, en réalité, ce qui a contribué à promouvoir cette pratique, c'est justement de nombreux travaux de recherche qui ont apporté la preuve de l'efficacité supérieure de cette pratique. Donc c'est un des effets. C'est un des effets de cette implication de la recherche. Alors ça, c'est ce que j'ai illustré par cette diapo. Vous voyez, l'American Journal of Psychiatry, c'est une des revues, disons, prestigieuses en psychiatrie. Bien, très régulièrement, on trouve dedans des articles de recherche consacrés aux pratiques d'insertion dans l'emploi. Ça, c'est un numéro spécial où il y a plusieurs articles sur ce sujet. Et puis l'ouvrage à côté, c'est un ouvrage de synthèse, un ouvrage universitaire qui a été réalisé au Québec, qui déjà fait la synthèse de plusieurs centaines d'articles sur cette question de l'accompagnement au travail des personnes ayant des problèmes psychiques. Alors, j'aime bien commencer mon exposé à l'envers en donnant tout de suite les conclusions, comme ça je suis sûr d'arriver aux conclusions, et je vais tout de suite insister sur quelques thèses qui se dégagent de ces recherches. Premièrement, alors qui peuvent paraître banales, mais en même temps, si on recontextualise par rapport à nos croyances traditionnelles, même des choses un peu nouvelles. Première affirmation qui se dégage de ces recherches, c'est que l'intégration dans l'emploi en milieu ordinaire est possible pour la majorité des personnes en situation de handicap psychique. Qu'est-ce qui permet d'affirmer ça? Ce qui permet d'affirmer ça, c'est qu'avec de bonnes pratiques d'accompagnement, on verra lesquelles, quel genre de pratiques, la recherche montre que plus de 50%, en moyenne, on obtient 56-60% de personnes qui accèdent à l'emploi et parviennent à s'y maintenir sans sélection au départ. Donc la majorité le peuvent. Bon, ceux qui travaillent dans ce champ ne sont peut-être pas complètement étonnés, mais traditionnellement, on pensait que, par exemple, les schizophrènes ne pourraient pas s'intégrer en milieu ordinaire. Vous voyez, c'est un préjugé. En réalité, c'est possible, bien sûr, s'il y a l'accompagnement pertinent. Deuxièmement, cette intégration dans l'emploi, elle est souhaitable. D'abord, beaucoup d'études montrent qu'elle est souhaitée par, je vais revenir sur ce point, par la majorité des personnes, mais surtout, elle apporte un certain nombre de bénéfices et, pour le synthétiser, ces bénéfices, on peut dire que ça contribue, c'est un facteur privilégié du rétablissement personnel et social des personnes.
Et puis le troisième point, le dernier point que j'aimerais faire remarquer, là encore qui se dégage de ces recherches, c'est que bien sûr il y a des facteurs personnels qui vont avoir un impact sur les capacités d'insertion, mais en fait ces facteurs personnels sont multidimensionnels, nombreux, se compensent entre eux, c'est assez... En fait, l'employabilité n'est pratiquement pas prédictible, parce qu'il y a trop de facteurs qui interviennent. Et surtout, les facteurs personnels ne sont pas les seuls à avoir un impact, à peser. En fait, les facteurs environnementaux, situationnels, vont avoir un impact en réalité plus important que les facteurs personnels. Et d'où l'importance aujourd'hui de se concentrer sur d'optimiser nos pratiques d'accompagnement et de soutien. Alors, je détaille un tout petit peu les points que je viens d'évoquer. Donc, l'accès est devenu possible pour la majorité des personnes en situation de handicap psychique, encore une fois, à condition d'avoir le soutien approprié. Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui permettent de le comprendre. C'est vrai que dans le champ de la santé mentale, il y avait quand même des progrès thérapeutiques, les nouveaux traitements pour les patients, la personne vivant avec des psychoses, ne sont pas tellement plus efficaces que les anciens, quoi, au moins aussi efficaces, mais surtout ils ont beaucoup moins d'effets secondaires, ils sont mieux tolérés, ils respectent plus les capacités cognitives, les capacités fonctionnelles, donc de travail. Les prises en charge hospitalières sont beaucoup moins longues, les interruptions, pour ceux qui avaient un boulot avant, le temps entre l'arrêt de travail et puis une éventuelle reprise est moins long. Donc tout ça, évidemment, ça contribue à favoriser la réinsertion. Et puis aujourd'hui, il y a certaines pratiques qui permettent de soutenir les capacités de la personne pour se réinsérer, comme les pratiques de remédiation cognitive, pas pour tous, simplement pour ceux qui en ont besoin, qui ont des troubles de l'attention, de la mémoire, de la planification, de l'organisation de leurs activités, etc. Il y a des centres experts, des plateformes spécialisées dans ces pratiques de remédiation cognitive qui sont une aide, c'est pas le seul facteur, mais ça peut aider. Les thérapies cognitives de groupe sont aussi utiles pour restaurer ce qu'on appelle la cognition sociale, les capacités relationnelles, et ça aussi c'est important pour s'intégrer en emploi. Mais le plus important, pour ce dont on parle, de la réintégration au travail, c'est les pratiques d'accompagnement. Alors, deuxième point, je disais, la réinsertion est souhaitable parce que, bon, avoir un emploi, bien sûr, ça permet d'avoir de meilleurs revenus, encore que ce n'est pas la principale motivation, parce que souvent, si c'est un emploi peu qualifié, le différentiel entre la pension, les minima sociaux et puis le SMIC n'est pas énorme, et ce n'est pas la motivation principale. Mais en réalité, le travail apporte pas seulement donc des revenus, et puis une amélioration des compétences professionnelles, il apporte pas mal d'autres... il y a beaucoup d'autres raisons qui font que ça vaut la peine de travailler. Les deux premières, souvent les personnes concernées les disent eux-mêmes, elles souhaitent travailler ou elles sont contentes de travailler parce que d'abord ça les occupe, ça structure leur journée, alors que sinon elles sont désœuvrées, un peu dans le vide. Ça structure les journées, en plus d'une façon qui est conforme aux rythmes sociaux, donc elles font comme tout le monde, elles vont au travail, elles reviennent le soir, d'où le sentiment de participer à la vie sociale, à la société. Deuxième point qui est souvent aussi évoqué par les personnes elles-mêmes, c'est à la fois très simple, mais c'est important pour des gens qui sinon peuvent être très isolés, c'est l'opportunité d'avoir de rencontres, de contacts sociaux, alors que sinon ces personnes peuvent souffrir d'un grand isolement. Mais il y a plus, avoir un emploi, devenir compétent ça vous permet d'être reconnu comme un professionnel compétent, et ça c'est précieux pour sortir du statut de malade, et malade chronique, malade mental, avec tout le poids de la stigmatisation, des préjugés qui vont avec cette étiquette de schizophrène, malade mental. Et donc le fait d'avoir un emploi, c'est être reconnu non pas comme malade, comme personne dépendante, etc., mais comme un professionnel compétent. Et cette reconnaissance, aujourd'hui, on sait que c'est un facteur majeur pour l'estime de soi. Le sentiment de sa valeur, c'est de se sentir vu, non pas comme quelqu'un de dépendant, mais comme quelqu'un qui participe à l'activité collective. Restauration du sentiment d'utilité sociale. C'est vrai pour tout le monde, mais peut-être que c'est encore plus important pour ces personnes.
le travail, ça vous donne une identité professionnelle. Et cette identité, là aussi, elle va aider à sortir de ce statut d'être un malade chronique. D'où ce travail, ce qu'on appelle ce processus de rétablissement, ça consiste en grande partie à sortir du monde de la maladie et de se considérer comme un malade. Mais pour ça, le fait d'avoir un emploi, ça vous donne une identité professionnelle qui va contribuer à cette reconstruction identitaire. Et puis enfin, de façon plus personnelle, la personne, elle va retrouver confiance. Elle va s'apercevoir par son activité qu'elle y arrive. Alors qu'au début, elle peut en douter. Souvent, ces personnes, quand elles ont été éloignées de l'activité, elles ne savent plus ce qu'elles sont capables de faire parce qu'elles n'ont pas l'occasion de vérifier. Et donc, petit à petit, ils vont, par leur activité, restaurer leur confiance en soi, leur confiance en eux-mêmes. Il y a un concept assez précis qui est assez prédictif des possibilités des personnes, c'est le concept de sentiment d'efficacité. Ça, c'est plus précis que la confiance, c'est un peu général. Le sentiment d'efficacité, c'est par rapport à une tâche précise, le fait qu'on sait que cet objectif-là, on peut l'atteindre, parce qu'on y est arrivé hier, on y est arrivé déjà plusieurs fois, etc. Et le fait de croire qu'on peut y arriver, ça soutient la motivation et ça augmente les performances. Ça a été montré. C'est pas vrai que pour le handicap, c'est vrai pour tout le monde. Quand on croit qu'on peut y arriver, on est plus persévérant. Enfin, ça augmente les performances à un même niveau de capacité. Donc, le fait de retrouver ce sentiment d'efficacité, cette croyance que l'objectif est accessible, c'est un facteur important de réussite. Alors, ça je l'ai évoqué tout à l'heure. L'emploi est souhaitable à cause de tous ces bénéfices. L'emploi est souhaité par la majorité de ces personnes. C'est plusieurs études, il n'y en a pas eu en France, mais dans les pays anglo-saxons le montrent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent les gens disent qu'ils rêvent de travailler, mais ils pensent que ça va être difficile ou pas possible. Et alors ça vient soit parce qu'ils doutent de leur capacité, mais au fond, s'ils sont mis en situation de s'apercevoir que finalement ils peuvent, ils restaurent leur croyance dans leur capacité. Et puis ça vient aussi de préjugés qui traînent partout, que quand on a des maladies chroniques invalidantes, comme une schizophrénie, on ne peut pas travailler. C'est faux, puisqu'aujourd'hui on voit que les bons accompagnements, la majorité le peuvent, mais les personnes concernées parfois ont intériorisé ces préjugés et les ont parfois même plus que... Donc on partage ces croyances fausses contre lesquelles il faut lutter. Enfin, il y a un dernier argument qui peut les retenir, et ça, il faut en tenir compte, et on a ce problème en France, mais ils l'ont aussi dans les autres pays, c'est le fait que vouloir se réinsérer, surtout en milieu ordinaire, c'est une prise de risque. Parce que, en tout cas c'est comme ça en France, si vous obtenez un contrat, votre pension est arrêtée, est suspendue, et si vous perdez rapidement votre emploi, socialement, vous pouvez vous trouver en difficulté. Donc il y a une forme de précarisation sociale, de prise de risque à faire des démarches de réinsertion, et ça c'est une des choses qu'on doit, en tant que professionnel de l'accompagnement, essayer d'accompagner, de sécuriser autant que possible. Enfin, un dernier argument pour soutenir la réinsertion, c'est le fait que l'accès à l'emploi est un droit. C'est stipulé dans de nombreux textes, déjà la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais c'est spécifiquement affirmé, il y a une insistance sur ce point dans la fameuse Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées, et même c'est dans la loi française de 2005 qu'on évoque souvent. Il y a un certain nombre de remarques sur l'emploi. J'aime bien citer en 2014, une parlementaire, Madame Le Houerou, avait fait remis au Premier ministre un rapport à propos de l'emploi accompagné, des pratiques d'accompagnement, et dans les premiers paragraphes du rapport, elle dit qu'il est dans l'esprit de la loi de 2005 et de la Convention de l'ONU de promouvoir l'insertion en milieu ordinaire, mais quelques minutes plus bas, elle dit, il y a le constat est fait immédiatement que ce droit à l'emploi en milieu ordinaire est loin d'être effectif à ce jour. C'est ce qu'elle disait en 2014.
2014. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de permettre à ces personnes d'accéder à ce droit, à l'emploi en milieu ordinaire. Et alors, puisqu'on va parler d'emploi accompagné, je voudrais aussi faire remarquer que quand on regarde le site de l'association européenne de l'emploi accompagné, qui s'appelle IUSE, European Union for Supported Employment, l'histoire de cette association et de cette pratique, au départ, aujourd'hui on parle de cette pratique parce qu'elle est efficace, mais au départ, ce qui a conduit à cette pratique, c'est moins des questions d'efficacité, ça c'est venu après, c'est simplement des raisons éthiques qui sont sans arrêt réaffirmées sur le site de cette association européenne, et notamment permettre à ces personnes d'accéder à leur droit d'avoir un emploi, leur donner les moyens de satisfaire ce droit. Oui, puis le dernier point, je suis passé vite, c'est l'intérêt des personnes d'être réinsérées, c'est aussi l'intérêt de la société du point de vue des enjeux d'économie de santé qui imposent des contraintes, c'est véritablement l'intérêt de tout le monde. C'est pour ça que ça devient une priorité, que des recherches sont développées pour optimiser nos pratiques. Alors ça, c'est une diapositive qui présente l'ensemble des facteurs, des déterminants qui vont contribuer à la possibilité de se réinsérer. Alors ça, je ne vais pas développer ce point, il y a eu des recherches. Alors, il y a des facteurs personnels. Quand on fait de l'évaluation, bien sûr, on regarde ces facteurs personnels. Est-ce que la personne est stabilisée cliniquement, des facteurs psychopathologiques? Est-ce qu'il y a des troubles cognitifs qui vont constituer des freins? Ces facteurs existent, mais ils pèsent souvent moins que ce qu'on pourrait imaginer. Encore, il y a un préjugé. Quand on est malade, on ne peut pas travailler. Ça, c'est faux. En fait, les études montrent, et la pratique quotidienne aussi, qu'il n'y a pas de corrélation entre les symptômes, entre certains symptômes et le fait de travailler. Notamment ce qu'on appelle les symptômes positifs de la schizophrénie. Le fait d'entendre des voix, ce n'est pas du tout un obstacle au travail. Ça, la recherche le montre, il n'y a aucune corrélation. Par contre, ce qu'on appelle les symptômes négatifs, être très passif, démotivé, en retrait, ce qu'on appelle la pragmatique, perte d'initiative, donc ça, effectivement, ça a un certain impact. Et encore, quand on mesure cet impact, il y a des outils pour ça, on s'aperçoit que ça explique 30% de la variance, c'est un impact à prendre en considération, mais ce n'est pas le seul facteur explicatif. Donc là encore, vous voyez, il faut considérer les facteurs personnels, mais ce n'est pas les seuls. Après, il y a des facteurs comme bien sûr le niveau de formation antérieure, l'histoire que la personne a avec le monde du travail, son sentiment d'efficacité, est-ce qu'elle croit que c'est possible ou est-ce qu'elle doute? Si elle doute, évidemment, souvent ça fait un obstacle. Et sa motivation, elle est souvent liée à cette croyance de est-ce que c'est possible ou pas. Mais je vais mettre l'accent sur les facteurs externes parce qu'aujourd'hui, on s'est aperçu qu'ils pèsent au moins autant que les facteurs personnels, et c'est surtout, il est plus facile d'optimiser ces facteurs externes, de jouer sur ces facteurs externes. Alors les facteurs externes, il y a plusieurs niveaux. Déjà, il y a l'entourage de la personne, c'est sa famille qui peut être soutenante ou au contraire douter. Ça suffit, ça va. Et parfois, elle ne doute pas en croyant bien faire, en disant est-ce que c'est pas prendre trop de risques de s'exposer au stress du travail. Mais ensuite, il y a les pratiques d'accompagnement dont on va voir qu'elles sont très importantes. Et puis, bien sûr, et aujourd'hui la recherche tend à se développer dans ce domaine, ça a été évoqué tout à l'heure dans l'atelier OGT, je pense que tout le monde en a conscience. Après, puisqu'il s'agit d'insertion, bien sûr il faut favoriser l'accès, mais finalement ce n'est pas le plus dur l'accès, le plus dur c'est le maintien. Et donc là, ça se joue dans l'entreprise. Et aujourd'hui, la recherche se développe pas seulement en amont pour voir si les gens vont pouvoir accéder, mais beaucoup aussi en aval, en tout cas au sein même de l'entreprise, pour voir quel type d'accommodement, comme disent les Québécois, quel type d'aménagement de poste, quel type de souplesse on peut concevoir avec l'entreprise pour favoriser le maintien. Alors, je vais donc maintenant parler des pratiques d'accompagnement et en particulier de cette pratique dont on parle de plus en plus, qui est l'emploi accompagné. Alors, pour le situer, là encore, je pense que beaucoup d'entre vous avez déjà entendu parler de tout ça et je vais sans doute faire que des rappels. Pour le situer, on peut dire qu'il y a trois, c'est le cas en France, mais c'est le cas dans la plupart des autres pays
développé. En gros, il y a 3 grands modèles d'aide à l'intégration dans le travail. Il y a le modèle de l'emploi protégé, les ESAT, ça existe partout. C'est le modèle traditionnel pour le handicap. La critique qui est faite partout, mais ça le vaut aussi pour la France, c'est que bien qu'en principe il y ait des passerelles entre l'emploi protégé et l'emploi ordinaire, et que cette transition est encouragée, en fait elle ne marche pas facilement. Une fois que les gens se sont stabilisés, ont trouvé leur place dans le milieu protégé, souvent eux-mêmes n'ont pas très envie d'aller vers le milieu ordinaire. Donc il y a un peu un piège de rester après dans l'emploi protégé. Ce qui est déjà mieux que d'être le désœuvrement, hein. C'est pas mal l'emploi protégé, mais si on vise l'inclusion, c'est pas évident. Après, il y a des pratiques de préparation à la réinsertion, le modèle est appelé séquentiel, de réadaptation, d'évaluation, de formation, de réentraînement. Ça existe, c'est le modèle qui est utilisé par notamment les prestations AGFI, mais c'est le modèle traditionnel. Il a une certaine efficacité, mais justement un peu limitée. D'où l'idée qui a été imaginée il y a une trentaine d'années dans le cadre du handicap mental d'avoir une stratégie complètement différente. L'idée, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'au fond, préparer les gens qui avaient une déficience intellectuelle, de les préparer longtemps, ça ne garantissait pas leur insertion. Donc ils se sont dit, changeons la stratégie, mettons l'accent sur le processus d'insertion, faisons-le le plus rapidement possible, et ensuite redéployons nos moyens d'accompagnement, non pas en amont, mais au sein même de l'entreprise, pour que la personne puisse s'y adapter, puisse trouver sa place. Donc il y a, au lieu de mettre nos efforts dans la préparation à l'accès à l'emploi, les efforts sont plutôt mis dans... on prépare assez peu, l'idée c'est de placer rapidement, mais par contre les efforts d'accompagnement sont mis une fois que la personne est en emploi, pour qu'elle puisse s'y maintenir, s'y adapter. Alors, on appelle ce renversement de stratégie, hein, vous avez peut-être entendu cette expression, la stratégie traditionnelle c'était préparer, entraîner, puis insérer, train, entraîner et placer, train and place. Donc le nouveau modèle c'est on insère tout de suite, place, et puis on soutient et on forme ensuite. Donc place and train, on place d'abord et ensuite on entraîne, on soutient. Pourquoi on parle beaucoup de ce modèle alors, il a été inventé il y a 30 ans pour le handicap et la déficience intellectuelle. Il a été ensuite, comme il a rencontré du succès parce qu'il s'est avéré beaucoup plus efficace en termes de taux d'accès à l'emploi. Il a été développé pour d'autres types de handicaps sensoriels moteurs et pour le handicap psychique. Et pour le handicap psychique, il rencontre particulièrement de succès parce qu'au fond, cet accompagnement dans l'emploi s'avère être au fond, le besoin spécifique qui est celui des personnes en situation de handicap psychique. Et aujourd'hui, si on parle de ce modèle, c'est parce que de très nombreuses études, c'est la diapo suivante, montrent que ce modèle, si on s'intéresse aux résultats en termes d'accès à l'emploi, il est 2 fois plus efficace que les pratiques traditionnelles. Alors c'est cette fameuse diapositive que je montre souvent, vous avez peut-être déjà vu par ailleurs. Et puis tous les 2-3 ans, elle se rallonge. Ça, c'est une étude qui fait la synthèse, vous voyez, de 22 études qui ont été réalisées dans le monde, des études comparatives sur le taux d'accès à l'emploi avec le modèle traditionnel. Ça, c'est les barres rouges. Donc, on prépare les gens à un modèle séquentiel et de réentraînement au travail. Et puis, les barres noires, c'est le taux d'accès à l'emploi après 6 à 12 mois, avec ce modèle où on insère rapidement, le modèle Place and Train, et on s'aperçoit que le taux d'accès à l'emploi, après 12 mois, il est au moins le double avec ce modèle, ce nouveau modèle. Alors, je détaille un tout petit peu, vous voyez, ces études, elles ont été, les premières c'était dans les années 96, au début c'était aux États-Unis, puis il y a eu le Québec, puis l'Europe dès 2007, il n'y avait pas la France, et puis après l'Australie, Hong Kong, le Japon, enfin voilà, je voulais juste insister sur le fait que tout ça, ces études continuent de se développer, et aujourd'hui, pratiquement tous les pays développés
y compris en Europe, partout en Europe, mais aussi en Asie. Cette pratique est maintenant connue, évaluée avec ses résultats qui sont systématiquement très bons. Alors, quels sont les principaux indicateurs bien sûr, il y a le taux d'accès à l'emploi au bout de 12 à 18 mois, entre 6, 12 et 18 mois, c'est ça, et souvent c'est 12 mois qui est le moment où le point de repère. Mais il y a un autre facteur qui est très important, c'est le maintien, parce qu'on peut permettre à beaucoup de gens d'accéder, mais si ça ne tient pas longtemps, c'est pas très intéressant, et on va voir que c'est un peu le point faible de cette méthode, ce qui est d'ailleurs un peu normal, puisqu'on n'a pas préparé les gens. Souvent, le premier emploi, il ne peut pas tenir très longtemps. Alors, on va voir, je vais revenir là-dessus. Souvent, on s'aperçoit qu'au bout de 6 mois, environ 50%, enfin, dans les études internationales, 50% des gens ont perdu le premier emploi. Et au bout d'un an, c'est encore plus, c'est 80, voire mais ce n'est pas très grave, parce que l'accompagnement, ça c'est un point important, il se continue. Et donc, ils cherchent. Alors, soit ils se découragent, ça peut arriver pour certains, mais ceux qui persévèrent, ils cherchent un deuxième emploi et on s'aperçoit qu'ils le trouvent encore plus vite. En moyenne, dans l'étude que j'ai fait en France, au bout de 3 mois, ils retrouvent un deuxième emploi. Alors, cette diapo, elle donnait les indicateurs. Vous voyez, donc il y a le taux d'accès à l'emploi, 70% avec le modèle IPS versus 24% avec les pratiques traditionnelles. Est-ce que c'est plus de 20 heures par semaine, donc c'est plus qu'un mi-temps, donc 40% des cas avec le modèle IPS, alors que c'est que 13% avec les pratiques traditionnelles, le délai pour accéder à l'emploi, le nombre d'heures travaillées, enfin vous voyez, il y a d'autres indicateurs. Mais les plus importants, c'est taux d'accès à l'emploi, durée de maintien. Ça, je vais passer, c'est dans les pratiques médicales, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la médecine fondée sur des preuves. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches sur déterminer quel est le meilleur traitement, quelle est la meilleure pratique. On réalise ce qu'on appelle des méta-analyses, une espèce de moyenne de toutes ces recherches pour s'assurer de la supériorité d'une stratégie, d'une méthode thérapeutique. Et donc, il y a un dispositif qui fait ces synthèses de toute la recherche au plan mondial, ça s'appelle les revues Cochrane. Et donc, sur l'emploi accompagné, il y a déjà 3 revues Cochrane qui font, vous voyez, en 2001, 2013, et la dernière, elle vient de paraître en 2017, qui font la synthèse de toutes les études dans le monde et qui regardent si les méthodologies sont correctes, etc. Et qui, si effectivement une pratique s'avère supérieure aux autres, eh bien, établit le fait que c'est une pratique, on peut dire, fondée sur des données scientifiques, des données de preuve, comme efficace. Alors, le temps passe, je vais devoir m'arrêter. Peut-être encore quelques mots sur... donc vous savez que les pouvoirs publics en France, à travers la loi travail de 2016, donc ont encouragé cette nouvelle pratique d'emploi accompagné. C'est l'article 52 de la loi travail d'août 2016. Et comme vous le savez, le décret qui est paru en décembre, et donc les premiers appels à projets financés par les ARS ont été lancés il y a quelques mois, et je crois que vous êtes dans l'attente des résultats, nous on les a eu à Paris. Donc c'est une pratique qui est amenée à se développer. Il y a beaucoup de manières de développer cette pratique, ce principe place and train. Et alors je voudrais juste dire un mot sur la façon, et après, est-ce que ces pratiques sont comparables, quels sont les points de repère pour savoir si on y est, si on n'y est pas, etc. Alors, je vais donner la solution qu'ont trouvé les anglo-saxons, en tout cas pour le handicap psychique. Je pense que pour d'autres handicaps, les traditions sont peut-être un petit peu différentes. Pour le handicap psychique, ils n'ont pas déterminé comment dire, une méthodologie rigoureuse, ils ne disent pas exactement comment il faut faire. Ils ont défini ce que j'appellerais une philosophie qui se ramène à quelques principes, qui donne une orientation. C'est ça l'esprit. Et après, c'est à chacun de respecter autant que possible l'esprit, mais il y a une grande liberté d'initiative, et c'est même un des ressorts d'efficacité, c'est que chaque conseiller en emploi peut finalement a une grande marge de liberté pour ajuster son accompagnement aux besoins spécifiques de la personne. Et alors ces fameux principes, je vais les lire, vous en avez sans doute entendu parler, les fameux 7, puis maintenant il y en a 8 principes du modèle dit IPS, qui est donc
le modèle de référence, en tout cas anglo-saxon, pour l'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap psychique. Le premier principe, il est vraiment un peu décoiffant, ce qu'ils appellent pas d'exclusion. Ça veut dire, on peut traduire, on prend tout le monde. Alors, à condition que les gens veulent travailler demain. Hein, ça, on vérifie ça quand même, bien sûr. Mais vous voyez que c'est quand même pas évident si on a quelqu'un qui veut travailler mais qui est très délirant, qui va pas bien du tout. On peut imaginer que c'est quand même pas simple de l'accompagner. Mais c'est quand même l'esprit. Après, bien sûr, toute personne ne peut remplir à 100% cet objectif. Mais l'esprit, c'est si quelqu'un veut vraiment, en principe, il a le droit d'essayer dans la mesure du possible. Ce qui est visé, c'est l'emploi c'est un emploi en milieu ordinaire, donc des contrats de droit commun. La recherche d'emploi débute rapidement. En moyenne, c'est dans le mois après l'entrée dans le dispositif. Mais là encore, il y a une certaine liberté. Certains, en fait, entraînent un petit peu les gens avant, font faire un stage. Ça me semble une pratique assez intéressante. Dans ce cas-là, ça prend plus un petit peu de temps. Ils vont chercher au bout de 3 mois. C'est pas très grave. Après, ce qui est important, c'est le résultat en termes de taux d'insertion au bout d'un an, de 18 mois. Un point aussi important, c'est que tout repose dans cette pratique sur, ça aussi c'est une grosse différence avec le modèle traditionnel, parce que dans le modèle traditionnel, il y avait une phase d'évaluation, une phase de préparation, et il y avait plusieurs intervenants pour l'évaluation clinique, l'évaluation cognitive, pour la détermination du projet, pour ensuite telle et telle formation. Il y a une succession d'intervenants spécialisés dans tous ces domaines. Mais le problème, c'est de coordonner ces intervenants, puis finalement, on ne sait pas très bien qui est responsable à la fin de tout le parcours. Dans ce modèle-là, il y a un seul intervenant qui prend la demande, fait une petite évaluation rapide, et ensuite aide à la recherche d'emploi et va faire le soutien en entreprise. Alors bien, et cet intervenant, ce n'est pas un clinicien, ce n'est pas un cognitiviste, ce n'est pas un neuropsychologue, c'est quelqu'un qui connaît l'entreprise, qui va pouvoir négocier avec le... Et du coup, dans le handicap psychique, évidemment que c'est un handicap instable, il peut y avoir à certains moments besoin d'un avis clinique. Mais lui, il n'est pas compétent dans ce domaine. Donc c'est très important, et ça les anglo-saxons insistent là-dessus, sur le fait qu'il y a une bonne coordination. Et en fait, on s'aperçoit que cet intervenant seul, en fait, il ne travaille pas seul. Il a un rôle de pivot, de coordinateur de tout un réseau de soutien où l'équipe de soins a un rôle important. Parce qu'il faut, dans des moments délicats, qu'elle soit réactive. Donc c'est plus il a ce rôle de coordination avec l'équipe de soins, avec d'autres intervenants sociaux pour le logement par exemple. C'est pas lui qui s'en occupe. Et puis bien sûr, dans l'entreprise, avec le supérieur immédiat, avec l'employeur, etc. Bon, enfin voilà, je ne vais pas détailler tous les principes IPS, c'est pas rentrer dans le détail, mais pour que vous compreniez peut-être la spécificité de ce modèle, c'est un esprit. Et alors après, c'est pas non plus des choses vagues. Vous voyez, quand on fait de l'évaluation, on peut mesurer. Voilà, on peut mesurer sur une échelle, il y a un questionnaire un peu précis. On peut faire passer à chaque dispositif et on évalue son degré de satisfaction de chacun de ces principes. Et donc, par exemple, là, vous voyez, c'est le 4, exclusion 0, ils satisfont à 3 sur 5. Mais c'est un dispositif qui a une excellente pratique, avec pratiquement, je sais pas, 55% d'insertion, assez durable, etc. Aussi pour donner une idée du type d'accompagnement, puis je vais devoir m'arrêter pour qu'on puisse échanger un petit peu. Un job coach, c'est un des critères, c'est le nombre de personnes qui l'accompagnent, son portefeuille de personnes accompagnées est limité pour qu'il puisse faire un accompagnement intense dans les moments de besoin. Il est limité à une vingtaine de personnes. Et avec un accompagnement qui se poursuit dans la vie. Voilà, je ne vais pas développer plus. Maintenant, les dimensions de recherche qui se développent dans ce domaine, donc c'est sur l'organisation de ces dispositifs, mais ça, encore une fois, il faut beaucoup de souplesse, et peut-être c'est sans doute même un des leviers d'efficacité, cette souplesse. Tout repose sur ce conseiller en emploi, parfois on l'appelle le job coach, mais le terme, même les anglo-saxons préfèrent dire conseiller en emploi, employment specialist.
Vous voyez, il travaille seul, mais en fait, il a un rôle de coordinateur avec l'entreprise, avec les autres intervenants sociaux et avec le milieu des soins. Et alors, comme il a quand même un rôle pivot, beaucoup de travaux se sont focalisés sur quelles sont les compétences requises pour être un bon conseiller en emploi, un bon job coach. Les Américains ont développé une échelle des compétences de job coach qui a été repris et prolongé par nos collègues québécois, qu'on a commencé à utiliser ici. C'est vrai que c'est un nouveau métier qu'il va falloir comment dire, mieux définir en marchant, puisque cette pratique commence à se développer. Et juste dire que tout ça existe déjà. Voilà, c'est quelques résultats. Alors j'ai eu l'occasion d'étudier plusieurs dispositifs, le GPS Emploi, certains sont présents ici, de Dunkerque, et puis l'association Messidor dans Rhône-Alpes et certains de leurs partenaires avaient aussi demandé d'évaluer leurs pratiques. Donc vous voyez, ils sont répartis sur tout Rhône-Alpes. Et juste pour vous donner quelques indications, donc c'est sur l'année 2016 dans le cas de Messidor. Dans la région Rhône-Alpes, vous voyez leur taux d'insertion à 12 mois. Ils ont 52% d'insertion, à Marseille 61% d'insertion, en Ile-de-France 37%, à Grenoble 46%. On est près des chiffres internationaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc voilà, cette pratique qui s'est développée partout, elle marche tout aussi bien chez nous, même si voilà, elle débute, mais les premiers qui ont commencé, c'était il y a 3-4 ans, donc il y a déjà un petit peu de recul. Cette pratique fonctionne tout à fait bien. Je m'arrête là pour tourner le tour du monde. Nous pouvons prendre quelques questions. Bonjour, je suis là. J'ai écouté avec attention et en fait le principe que vous nous présentez, PS, pour moi est assez proche du principe de case management qu'on a utilisé dans toutes sortes d'activités un peu transversales qui concernaient des situations complexes relativement à l'habitat, relativement à des situations complexes relatives aux personnes âgées. Et dans tous ces systèmes de case management, je constate dans les processus d'évaluation uniquement des indicateurs sur les grandes thématiques qui sont l'insertion, le maintien, qui sont une critériologie très centrée finalement sur l'entreprise, qui prennent très peu en compte le degré de satisfaction des usagers. Je me pose la question finalement de l'aspect concret des chiffrages que j'ai pu finalement visualiser dans d'autres thématiques que celle de l'accès à l'emploi, avec finalement pour but quelque chose qu'on appelle l'insertion, et qui moi me fait toujours, parce que ça fait un peu plus de 20 ans que je fais du travail social, je suis toujours un peu étonné finalement qu'on en revienne à des systèmes de qualification de la réussite qui passent par l'insertion plutôt que par l'intégration, alors que ce matin dans les témoignages on a vu que par exemple, l'expérience de Joseph changeait la vision de la nature de l'emploi même dans l'entreprise. Donc pourquoi utiliser toujours des critères, des indicateurs qui soient centrés uniquement sur l'insertion, sans se préoccuper finalement des conséquences du bien-être au travail de Alors deux remarques. D'abord, tout à fait d'accord sur cette première remarque que cette pratique d'accompagnement des conseillers en emploi, des coachs, c'est une forme effectivement de pratique de coordination de parcours, ce que les anglo-saxons appellent le case management. Bon, gestionnaire de cas, c'est pas très joli comme traduction. Coordinateur de parcours, oui, c'est une activité très proche. Mais c'est vrai que là, on est sur le champ de l'emploi, donc c'est pour ça que on s'est focalisé sur ces indicateurs. Mais vous avez raison, je suis d'accord, et c'est d'ailleurs une remarque qui m'a été portée par le financeur, la CNSA, qui a financé l'étude sur le GPS de performance de cette pratique en termes d'insertion et de maintien, nous a elle-même fait remarquer que c'est dommage qu'on n'ait pas eu des critères d'évaluation de qualité de vie, de satisfaction, et d'ailleurs dans l'échelle aussi de description des dispositifs,
nos collègues québécois, un des critères de bonne pratique, c'est qu'il y a un questionnaire de satisfaction qui sera régulièrement donné aux personnes accompagnées pour qu'elles puissent faire part de leur point de vue, de leur proposition. Donc vous avez raison, c'est important de compléter ces indicateurs de performance focalisés sur la question de l'accès et du maintien par des indicateurs plus globaux sur le bien-être, la qualité de vie des personnes. Je suis absolument d'accord. En revanche, quand vous dites pourquoi se focaliser là-dessus, je vous ferai remarquer qu'en France, pour l'instant, il y a quand même très peu d'études publiées, en tout cas, qui donnent des indicateurs de performance. Et ça, c'est aussi quand même ce qu'il y a de nouveau. Aujourd'hui, voilà, il y a une grande liberté donnée dans la façon d'accompagner, et ce qui est attendu, c'est qu'il y ait des résultats. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis là, ici au fond de la salle. D'accord. Je me permets de vous interpeller parce qu'il y a deux choses qui m'ont un peu profondément choqué dans ce que vous avez dit. Il y a une chose qui m'a fait un peu mal, je suis arrivé en cours. Et vous avez dit qu'on pouvait travailler quand on entendait des voix. Oui, j'ai connu beaucoup de personnes qui entendaient des voix, etc., tout ça qui était envahi. Et je vous assure qu'il y a 12 ans, quand j'entendais des choses, et on a la capacité de travailler. En ce moment, on m'empêchait de rentrer en contact avec des gens. Pour ça, je tenais à le dire. Mais par contre, après, j'ai beaucoup moins entendu, etc., tout ça. Et la deuxième truc qui m'a fait mal dans votre discours, même s'il est très intéressant, c'est que vous avez dit une chose que c'est pas trop grave quand on est suivi dans une réinsertion professionnelle, d'échouer, c'est pas trop grave. Je peux vous dire que moi, la peur de l'échec, de tous les jours au ventre, et c'est pour ça que je ne fais pas de boulot autre que de l'intérim. Parce que je gère la peur. Le fait de perdre mes droits en allocation adulte handicapé complémentaire, et justement avec les CE, IFM, etc., tout ça, j'arrive à peu près à vivre, j'ai refait les dents, j'ai une voiture et j'ai une vie heureuse. Pour cette peur-là, je l'ai toujours au ventre, que je sois accompagné ou pas, parce que le combat que je mène modestement de mon côté, c'est un combat d'enfer que le quotidien. Donc je vous remercie quand même que les structures telles que la vôtre existent. Et je vous dis, bon voilà quoi, quand il faut constituer des temps pour constituer des dossiers, pour après être suivi, etc., tout ça, parfois la motivation qu'on nous déclare, elle est perdue, malheureusement. Non, mais merci beaucoup de votre remarque, et c'est... Deux points, il y a un petit malentendu quand je dis qu'on peut travailler avec des voix. Bien sûr, je ne dis pas que c'est idéal, et ce n'est pas toujours possible. Mais par contre, ce qui est, à mon avis, légitime, et c'est ce qu'on fait, il y avait des pratiques traditionnelles qui disaient vous n'êtes pas suffisamment stabilisé pour travailler. Vous voyez, c'est cet avis d'expert qui dit c'est pas possible pour vous. Et ça, la recherche montre que c'est faux. C'est pas forcément possible, mais et on a l'expérience de personnes, moi je l'ai, dans des endroits où j'accompagne dans le travail des personnes en situation de handicap psychique, et des personnes qui continuent de vivre avec des hallucinations verbales et qui se sont stabilisées dans le travail. Donc c'est vraiment un préjugé, le fait que la persistance de certains symptômes soit un obstacle à l'emploi. Maintenant, je ne dis pas que c'est bien sûr pas simple de vivre avec ça, mais c'est important de savoir que ça ne doit pas faire obstacle à l'inclusion sociale et notamment dans le travail. Et puis le deuxième point que vous évoquez, alors là aussi je me suis peut-être mal exprimé sur la question de l'importance du maintien, et je comprends l'importance pour vous, l'enjeu de ne pas perdre son emploi, c'est pas évident quand on est dans une situation de vulnérabilité, et justement l'accompagnement, l'emploi accompagné, c'est fait pour soutenir. C'est justement un accompagnement qui, comme je l'ai dit, se focalise moins sur l'amont, se focalise plus sur l'aval dans le travail pour permettre à la personne de garder son emploi. Donc là, cette pratique, d'une certaine manière, répond à ce besoin. Et alors quand j'ai dit c'est pas très grave, c'est peut-être un peu maladroit de formuler les choses comme ça, mais c'était pour répondre à une critique qui est là aussi légitime. On peut dire, ah oui, cette pratique elle est performante pour accéder à l'emploi. 70, enfin 60, voire plus, d'accès à l'emploi. Mais ça ne dure pas longtemps, donc c'est pas si bien que ça. Et donc c'est pour ça que je disais, ça ne dure pas longtemps. C'est vrai que le premier emploi, majoritairement, il le garde
moins d'1 an et parfois même moins de 6 mois. Mais là où j'ai dit peut-être maladroitement que c'était pas très grave, c'est que derrière ils trouvent un deuxième emploi qui souvent leur convient mieux. Parfois même, c'est eux qui ont arrêté parce qu'ils ont pris un premier boulot et puis au bout de quelques mois ils sont un peu... C'est pas vraiment ce qui leur convient comme activité. Donc il y en a certains, c'est eux qui souhaitent changer d'activité. Et l'important, c'est effectivement la continuité du suivi qui va permettre de trouver un deuxième, voire un troisième emploi. Et donc ça répond à ce point que vous soulignez comme important, c'est de sécuriser le parcours, effectivement. Vous avez raison de le dire, quand même, ça n'évite pas la peur qu'on a au quotidien, qu'on est stabilisé, pas stabilisé, ou qu'on est accompagné ou pas, parce que la peur d'un ex-usager en psychiatrie, de quelqu'un qui fait un parcours de rétablissement, il est toujours, pour moi, il est toujours horrible. Surtout quand vous avez peur de retourner trop loin en arrière. Et en fait, c'est la peur d'un humain comme tout le monde de ne pas être intégré, d'être exclu, tout simplement. C'est pour ça que ça m'a fait mal. C'est pareil. Non, mais c'est un point important. Mais il me semble que ça plaide aussi pour la continuité de l'accompagnement. Vous avez raison de dire, ça n'enlève pas la peur. Mais donc, ce qu'on peut répondre, c'est de dire, ce qu'on peut vous proposer, à défaut de pouvoir enlever cette peur, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Il y a un soutien. Alors, qui ne garantit pas le succès à 100%, mais c'est mieux qu'être tout seul. Une dernière question. Okay. Merci, monsieur. Ok, donc écoutez, suite à cette intervention, on propose de passer à un second temps qui a pour objectif d'avoir et un témoignage d'employeurs et aussi un témoignage de personnes en emploi. Et donc on a le plaisir d'accueillir, je vais refaire le tour de table que j'évoquais tout à l'heure, donc monsieur Windir, qui est responsable d'équipe à Noroto, madame Kousmar, qui est responsable engagement humain et citoyen à Noroto, monsieur Nicolas Gibon, qui travaille à Noroto, et monsieur Alvin Clubs, qui travaille actuellement à Noroto. Voilà. Alors, je vais passer tout de suite la parole à madame Kousmar pour présenter Noroto et puis expliquer la démarche que vous avez dans votre entreprise. Bonjour à tous. Donc oui, nous travaillons chez Noroto, donc je suis responsable de l'engagement humain et citoyen et donc j'ai la responsabilité de la mission handicap. Je vais vous présenter en quelques mots Noroto, qui nous sommes et où nous sommes. Ensuite, je vous présenterai un petit peu la politique handicap chez Noroto et je passerai la parole à Uziane. Donc, Noroto, qui nous sommes? Noroto fait partie d'un groupe en entreprise, Movia Group. On a donc différentes activités qui tournent autour de la mobilité, notamment les centres auto, comme Noroto, Athéo en Allemagne ou Auto5 en Belgique. On a aussi tout ce qui est service rapide de proximité avec Midas, les synchrodiffusions, la vente aux professionnels. On a aussi Carter Cash pour tout ce qui est vente discount. On a les sites web, noroto.fr par exemple. Et on a une multitude de BU qui travaillent sur les nouvelles mobilités. Et enfin l'incubateur avec Car Studio. Donc on peut passer à la slide suivante. Voilà, nous sommes présents surtout en Europe, avec 19 pays d'implantation et aussi en Argentine. On a à peu près plus de 2000 points contact clients. Et aujourd'hui, au sein du groupe, on est plus de 22 000 collaborateurs. Noroto, si on fait un petit zoom sur Noroto, donc on est présent en France avec 390 centres sur tout le territoire, mais on est aussi présent en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Pologne, voilà, un petit peu. Je ne vais pas vous détailler tout, et l'Argentine, comme je disais tout à l'heure. Je vais vous dire quelques mots sur la politique handicap. Donc, voilà. La mission handicap a été créée en 2004 chez Noroto.
On avait un taux d'emploi à l'époque de 1,5%. Aujourd'hui, on est à notre 4e accord d'entreprise et on a un taux d'embauche de 4,44%. Donc notre taux a évolué, a eu des hauts, des bas, mais on évolue toujours vers le haut et on maintient les actions pour toujours évoluer dans le bon sens. Alors on est à notre 4e accord d'entreprise. Nos accords sont écrits tous de la même manière, avec les mêmes thématiques, le recrutement, l'insertion, la formation, la sensibilisation, le maintien dans l'emploi et le secteur protégé. Mais chaque accord a eu un accent particulier sur une thématique en particulier. Par exemple, notre premier accord était sur le recrutement. Là, notre dernier accord, l'accent était mis sur l'insertion et le secteur protégé. Voilà pour les quelques mots sur la politique handicap chez Normoto. Avant de passer la parole à Osienne, je voulais remercier tous les acteurs qui ont permis de mettre en place le projet d'accueil d'Aline, Nicolas et Pierre, notamment Hubert Delmer, qui fait partie de la DAT, qui a été à l'initiative du projet, mais aussi monsieur Layaoui de l'entrepôt, qui a accepté de mettre en place ce projet, et plus particulièrement les managers de proximité, comme vous dites, et les tuteurs hors Normoto, qui accompagnent au quotidien Alvin, Nicolas et Pierre. Je voulais dire aussi, ajouter que le projet a mis 6 mois avant de voir le jour. C'est vrai qu'on avait une contrainte qui était le permis CACES, donc on s'est posé pas mal de questions par rapport à ce permis. Et pour finir, il a été dispensé et financé par Normoto, et ce qui a permis d'avancer et de pouvoir mettre en place le projet. Je vous passe la parole. Préparateur de commande. Depuis le mois de décembre, je suis arrivé chez Normoto. J'avais fait un stage avant, pendant 3 semaines, mais c'était juste pour me remettre dans le bain, si je puis dire. Et de là, je suis arrivé ici et j'ai été formé à la préparation 6-2. Faut être actif, assez rapide, prendre le picking, hop, un bar à caisse, continuer dans les arrêts, tout ça. Après, faut aimer quoi. Faut se donner le goût d'aimer, il faut faire son boulot. Les collègues sont sympas, tout ça. Les chefs aussi sont gentils. Et je trouve que j'étais bien intégré ici. On essaie de se partager le travail, les tâches, les responsabilités aussi. Après, beaucoup d'entraide, oui, mais bon, Nicolas, il comprend très bien les choses. Il n'a pas besoin de lui répéter 10 fois, donc il gère très bien les choses. Il y a sa place. Il y a vraiment sa place. Ça me fait du bien de bosser, quoi. Si on vous propose un boulot comme ça, faut pas hésiter. Faut foncer, justement. Pour éviter de rester dans son train-train et tout ça. Et donc, monsieur Woudir, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait l'action que vous avez menée à ce moment-là? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi je suis chargé de gérer les équipes logistiques sur le site de l'Équin qui appartient à Normoto. Je suis aussi personnel de Normoto. Donc effectivement on a commencé déjà à accueillir un certain nombre de personnes il y a déjà quelques années. On n'était pas vraiment prêts. Donc ça n'a pas duré longtemps. Et puis depuis la venue de M. Delmer qui a donc mis en place avec Gwenaël et le responsable du site de logistique, M. Yalaoui, on a pu commencer justement à travailler et à sensibiliser les équipes et puis à commencer à intégrer des personnes. Donc bien entendu, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a ce qui est important en fait, c'est sensibiliser les équipes,
permettre donc montrer aux équipes qu'on peut effectivement, par rapport à ce que disait le docteur Pichou tout à l'heure, il faut expliquer aux gens qu'on peut travailler avec un handicap. Et le handicap, c'est pas seulement tous les préjugés qu'on a tous dans notre petite tête, on peut aussi laisser la place à certaines personnes pour qu'elles puissent trouver leur place. Donc on a commencé à accueillir un certain nombre de personnes, une personne le matin, Nicolas qui a travaillé l'après-midi, Aline qui travaille l'après-midi aussi actuellement. Donc effectivement, lorsqu'on a fini de sensibiliser les équipes, eh bien se pose la question de la formation. On va commencer donc à former la personne, bien entendu, on ne va pas la former tout de suite dans les différents métiers de la logistique. On va commencer par un petit parcours d'intégration, un peu à l'image de ce que l'on fait quand on accueille un intérimaire qui est nouveau. Et bien sûr, même s'il a fait plusieurs entrepôts, chaque entrepôt est particulier, le fonctionnement est particulier, les horaires sont particuliers, et puis les personnes à l'intérieur sont aussi particulières, on est tous différents. Donc du coup, lorsque la personne donc arrive chez nous, on commence par l'intégrer par des petits métiers classiques, ranger les produits dans les pickings, ramasser les cartons, constituer les caisses cartons pour les express et pour la préparation, ce qui permet à la personne, tout doucement, sans s'en rendre compte, de faire connaissance avec tout le monde, l'environnement, d'enregistrer un peu tout ce qu'il y a autour et comment ça fonctionne. Et une fois que ça c'est acquis, c'est déjà quelque chose qui est déjà bien, c'est-à-dire que la personne se sent déjà un peu rassurée, on le voit. Et une fois que la personne donc, elle est rassurée, elle connaît bien la structure, et bien là on va commencer à rentrer dans le détail, dans le métier, dans les différents métiers qu'on a dans l'entrepôt. Donc les différents métiers, bien c'est la préparation, vous avez pu le voir dans le film, on a de la préparation vocale, on est bien sûr derrière l'écrit, alors je ne fais pas de la publicité pour Neuroto, mais on n'est pas au papier, on travaille avec un système vocal, c'est-à-dire que la machine reconnaît notre voix et on a des instructions vocales. Donc on forme donc la personne à ces différents métiers, donc la préparation, c'est un peu ce qu'on appelle un GPS de préparation. C'est-à-dire que la machine vous guide et vous dialoguez avec elle. Donc ça, effectivement, ça perturbe un peu au début, mais on a l'habitude de former. D'abord les intérimaires, et puis accueillir des personnes en situation de handicap psychique, et bien il y a une autre façon de les accompagner, c'est-à-dire on va s'attarder un peu plus avec eux, on va les accompagner davantage, on va les contrôler, on va à chaque fois faire le point avec eux sur ce qui ne va pas pour corriger. Et puis ce qui est aussi important, c'est l'accompagnement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas de mettre des personnes dans une entreprise, c'est aussi faire en sorte que le tuteur qui doit vraiment s'y mettre, pas se dire je suis tuteur sur le papier, c'est moi qui ai signé, mais c'est aussi au quotidien être le référent de cette personne, c'est vraiment être son bras droit quelque part, être là, et puis la personne de la date avec qui on travaille, c'est de faire des points réguliers avec cette personne pour justement l'amener à dépasser ses difficultés, puisque effectivement dans chaque métier dans lequel on va former, eh bien, il y aura quelques petits obstacles. Eh bien, ces obstacles, on va les contourner lorsqu'on va faire les points. On s'est donné de faire des points tous les mois. Et donc, ces points, c'est l'occasion de refixer, de revoir les difficultés que la personne rencontre dans les différentes missions qu'on va donner, et puis de redonner encore de petits objectifs et d'avancer petit à petit vers plus de productivité. Bon, là, par exemple, on a une personne le matin qui avait des soucis de qualité, eh bien, en interrogeant le système, eh ben, elle va garantir sa qualité de travail. Pareil, cette personne elle va être contrôlée davantage, c'est-à-dire qu'on va mettre un système de contrôle qui existe aussi pour les autres, je vous rassure, mais qui va être un peu plus important au début pour cette personne. Ça nous permet tout de suite, lorsqu'on contrôle sa préparation, de voir ce qui ne va pas, de la prendre à part et de lui expliquer ça c'est mal rangé, ça tu devrais faire ça, ça tu devrais faire ça. Et voilà, et ça lui permet à la personne, petit à petit, non pas de prendre des claques, mais de se dire, tiens, on m'a dit ça, tiens, je ferai ça la prochaine fois, je ferai ça la prochaine fois. Et donc, les points, plus le suivi sur le terrain, ça permet tous les jours d'avancer un petit peu et de changer ensuite les missions, puisque à un moment donné, on va faire de la préparation, mais on va aussi faire ce qu'on appelle les express, on va faire de l'inventaire, on va faire du stockage, etc., etc. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment, ce qui est important à mes yeux, c'est d'abord le choix du tuteur. Je pense que c'est important que le tuteur s'engage et devienne vraiment le référent
est le bras droit de la personne qui est dans l'entreprise, et puis ces différents points avec l'organisme qui permettent de refixer des objectifs et puis de voir ce qui est aussi fait dans l'environnement. Comme le disait le docteur Richard tout à l'heure, ce qui est important, c'est aussi l'environnement. À un moment donné, c'est pas seulement ce qu'on fait dans l'entreprise qui est important, c'est aussi ce qui est fait à l'extérieur. On a déjà une personne, par exemple, qui est avec nous, elle va faire du théâtre. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de mieux dialoguer avec les autres, d'aller vers les autres, etc., et pas de rester dans son coin. Voilà. Voilà un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui. Effectivement, donc, ça passe par le suivi, la formation, et puis les différents points qui sont faits régulièrement avec l'organisme pour justement bien cerner toutes les difficultés. Et comme disait le dernier intervenant tout à l'heure, effectivement, ils ont une boule au ventre. Alors nous, on ne la ressent pas forcément, mais il faut aussi la comprendre. Et cette boule au ventre, il faut la enlever. Parce que nous, quand on fait un point, je pense qu'ils sont stressés de se dire qu'est-ce qu'ils vont quand dire, etc. Je pense qu'il faut positiver ça sans arrêt pour que, au lieu de descendre, de remonter petit à petit, et puis arriver vers l'excellence. Un exemple, la personne qui est chez nous le matin, en termes de qualité, nous on a l'objectif de faire 4 erreurs pour 1000 lignes préparées. Bien, je crois qu'il en est à 1,5 pour 1000 lignes préparées, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous avez bénéficié, enfin, vous avez intégré donc l'entrepôt de l'ECAM pour travailler avec Neuroto. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours? Est-ce qu'il vous a amené à intégrer Neuroto? Oui, bonjour. Alors, j'ai fait des études d'école d'ingénieur en conception mécanique. J'ai arrêté en 4e année d'école parce que j'ai fait une première dépression. J'ai voulu retenter, j'en ai fait une. Après, j'ai fait une formation dessinateur industriel, j'ai refait une dépression. J'ai fait des autres formations logistiques, mais elle s'est transformée en secrétariat, donc ça n'a pas été. J'ai dû refaire des autres formations. Et en fin de compte, juste avant d'intégrer l'ADAPT, j'ai fait du bénévolat en bibliothèque. Ça m'a beaucoup aidé. Et après, je suis rentré à l'ADAPT. Au bout de 3 mois, ils m'ont fait intégrer Neuroto. Et entre-temps, à chaque convalescence, j'essayais de trouver un travail comme Neuroto. C'est en recherche d'emploi en intérim. Mais bon, après... Et donc, parce que ce qu'évoquait M. Wittir aussi, c'est que les postes et les activités changeaient aussi. Est-ce que vous aviez toutes ces compétences quand vous êtes rentré en Neuroto? Comment ça s'est passé et quelles compétences vous avez développées? Au début, en fait, j'ai commencé par la base, le recyclage. Ensuite, on m'a mis à la préparation normale, on va dire. Après, je suis passé aux express. J'ai aussi fait du réapprovisionnement, la mise en conformité, aide aux inventaires, du délotage, de l'audit de préparation, du contrôle réception, déchargement. En ce moment, je fais du déchargement de camions, accueil chauffeur et après d'avoir d'autres choses, mais là comme ça, je les ai.